Avertissement. Ce récit aborde des thèmes de violence domestique et d'abus institutionnels. Certaines scènes sont évoquées sans détails graphiques, par respect pour les survivantes. S'il vous plaît, aidez-moi, monsieur. La pluie frappait le porche comme autant de petites accusations. Sur le marbre noir du hall de l'Argentum, ses genoux avaient laissé 2 empreintes humides qui brillaient sous la lumière froide des lustres. Selena Brooks tremblait, ses mains serrées autour d'un sac plastique qui contenait presque rien. Un vieux peignoir, des chaussures boueuses, des pâtiers froissés. Son visage était rasé par la pluie, la peau marquée d'une fatigue trop ancienne pour son âge. Autour d'elle, le luxe poursuivait son indifférence. Colonnes de marbre, mosaïques, plantes d'intérieur en pot qui semblaient respirer autre chose que l'air chargé de la tempête. Raymond Thorne l'avait suivi jusque dans le hall, son ombre longue s'étirant comme une menace contre le mur. Son sourire n'était pas nécessairement méchant, il était poli, mais il y avait dans sa voix une routine d'autorité qui pesait plus lourd que n'importe quel coup. Il avait parlé bas, ses mots calqués sur des menaces qui ne laissaient pas de traces sur du papier, sauf dans la mémoire. Selena avait essayé de s'échapper. Elle avait parcouru la ville en coupant en travers des rues où la pluie effaçait les empreintes, jusqu'à ce que ses forces la trahissent et qu'elle tombe à genoux devant la porte du restaurant. Ce fut un geste simple, presque involontaire, qui changea tout. La porte s'était entr'ouverte, et derrière la vitre embuée, un homme s'était arrêté. Il était grand, vêtu d'un manteau sombre qui ne cherchait pas à exhiber sa richesse. Alexander Grant ne secouait jamais ses gestes pour rien. Ils étaient calculés, précis, comme les mouvements d'un joueur d'échecs qui ne se donne jamais à l'improvisation. Quand il vit Selena, il ne détourna pas le regard. Il n'avait besoin de s'approcher pour savoir. Il avait cette façon discrète de mesurer la vérité sur un visage, comme si certains traits parlaient plus fort que les mots. Thorne fit un pas en avant, le ton aimable, la voix caressante d'un homme qui croit tout pouvoir. « C'est une erreur, dit-il. Elle n'a rien à faire ici. » Selena leva la tête, la gorge serrée, incapable d'articuler plus qu'un souffle. Elle avait appris à économiser sa voix. Alexander s'avança. Personne ne s'attendait à ce qu'un milliardaire se penche pour ramasser un sac plastique. Personne n'aurait parié qu'il enlacerait l'instant d'un sourire mesuré et demanderait « Madame, est-ce que je peux vous aider ?» Sa voix n'était pas un coup de théâtre, elle était nette, sans complaisance. Il fit signe aux employés, puis à Thorne « Restons calmes ». Thorne recula d'un pas, surpris d'être ainsi renvoyé à l'étiquette. Les codes sociaux avaient encore, parfois, le pouvoir de désamorcer l'hostilité. Selena se souvenait, plus tard, de la sensation du manteau d'Alexander lorsqu'il posa sa main sur son épaule. Pas une main qui dominerait, mais une main qui stabilisait. Il l'invita à entrer, la fit asseoir et demanda un verre d'eau. La pluie tombait encore. Dehors, la ville paraissait laver ses secrets. À l'intérieur, sous la verrière, l'Argentum continuait de vivre comme si le monde ne souffrait pas. Des clients parlaient doucement, des serveurs desservaient des tables, et pourtant la petite scène semblait suspendue à chaque respiration de Selena. Il fallait faire vite. Alexander déclara qu'il organiserait un shortboarding immédiat pour elle. Il utilisait un mot sec et administratif qui fit sourire bêtement Selena. Elle n'avait pas envie de sourire. Elle avait manqué d'air pendant des années, et ce souffle volé semblait maintenant être offert par un inconnu qui ne cherchait pas à l'embrasser de gloire. Il la fit monter dans sa voiture sans demander son nom. Au début, il ne l'appelait pas autrement que Madame. Cole, chef de la sécurité, un homme aux épaules larges et au regard patient, prit la relève lorsque la voiture prit la route. Le trajet jusqu'au domaine d'Alexander se déroula entre les gouttes et le silence. Selena regardait la ville passer, s'effaçant en taches hier. Elle avait connu des heures pas seulement sombres mais silencieuses, où les coups étaient couverts par des recommandations, des retards de police, des regards qui évitaient la vérité. Elle se souvenait d'un appartement exigu, de factures qu'elle ne cessait de repousser, de nuits où elle avait espéré que la rouille sur sa poitrine disparaîtrait. Ce n'était pas dramatique à l'époque, c'était la survie ordinaire. Aujourd'hui, c'était la peur qui la poussait à supplier, et la réponse qui faisait basculer sa vie. L'arrivée au domaine fut un autre monde, allée bordée d'arbres, portes massives, et un éclairage qui effaçait la pluie en halo doré. Alexander n'expliquait rien de son passé, rien de son argent. Il parlait de sécurité, d'un refuge temporaire, d'avocats qu'il connaissait. Ce qu'il offrit n'était pas un conte héroïque, mais une organisation. Valérie Trent, ancienne procureure aux cheveux courts et au regard d'acier, fut le nom qu'Alexander prononça en ouvrant la porte. Valérie avait une réputation qui n'était pas écrite dans les journaux. Elle était efficace, elle savait trier les preuves comme on trie le grain. Elle arriva au domaine 1 heure plus tard, sans cérémonie, le pas léger d'une professionnelle qui n'avait pas besoin d'accolade. Selena dormit,
même si le sommeil restait léger comme une couverture jetée sur un frêle feu. Le matin apporta une clarté différente. Elle se réveilla entourée de personnes qui, pour la première fois de longtemps, semblaient disposées à croire sa parole à la lettre. Cole vérifia les portes. Une femme au sourire triste, Dana, l'avait aidé à se changer. Alexander, qui demeurait une présence silencieuse dans le grand salon, ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Il voulait des faits, pas des scénarios. Ce furent de petits gestes, une tasse de thé, une couverture, un endroit pour poser sa tête, qui commencèrent à délier ce qu'elle avait serré si fort en elle. On lui apporta un carnet, un stylo. Valérie, au lieu de questionner brutalement, prit des notes comme on pose des fondations. Selena raconta ce qu'elle put, des noms qu'elle avait entendus, des dates approximatives, des allusions à des paiements, à des appels tardifs. Elle parlait de Marcus Fielding en tremblant, du dossier qu'il lui avait remis une semaine auparavant dans la cuisine communautaire, en lui disant de le garder en sécurité. Un dossier que Marcus, dans sa conscience fragile, lui avait confié avant de disparaître. C'est en fouillant le sac plastique qu'ils trouvèrent la clé. Une clé USB, minuscule, scotchée d'un papier portant le nom Fielding. Alexander prit l'objet comme si c'était une graine délicate. On la posa sur la table basse, au milieu d'un salon où les meubles semblaient retenir leur souffle. Valérie demanda 1 minute pour l'examiner. Elle alla chercher un ordinateur sécurisé, raccordé à un réseau protégé, déconnecté de l'Internet public. Il n'y avait pas d'empressement théâtral. Chacun savait que la prudence valait mieux que la bravade. La clé révéla bien tout, plus qu'un simple dossier. On découvrit des transactions bancaires fragmentées, des enregistrements compressés, des copies de courriels où des noms disparaissaient derrière des acronymes, mais où le schéma apparaissait net. Fonds qui circulaient via compte offshore, notes de réunion où des officiers de police échangeaient des avantages pour des résultats et des mentions floues de contrats d'immunité. Les fichiers audio, entrecoupés, portaient des voix que Selena reconnut, des voix qui parlaient des méthodes pour faire taire des femmes, pour déplacer des dossiers que personne ne devrait voir. La réalisation tomba comme une eau glacée. Ce n'était pas juste un cas isolé, c'était une mécanique. Les chiffons sales de ses nuits de travail, les plaintes qui s'envolaient dans des tiroirs, prenaient dans ces fichiers la forme d'un système. Raymond Thorne n'était pas une erreur, il était un rouage. Alexander resta calme. On aurait dit qu'il avait déjà imaginé des scénarios pires que ceux qui étaient maintenant posés devant eux. Il ne parlait pas beaucoup de ses motivations. Parfois, on le surprenait en train de regarder la fenêtre, comme si le paysage pouvait lui fournir un indice. Il avait des ressources. Valérie avait des chemins judiciaires connus, des contacts qui acceptaient d'écouter. Cole savait comment cacher un trajet, comment repérer une voiture qui suivait. Mais les ressources n'effaçaient pas la complexité morale. Exposer une vérité, engager des vies, provoquer des répliques. On pouvait frapper un réseau, mais que ferait le réseau en retour? Et si Marcus était déjà trop loin pour être sauvé? Selena sentit la peur remonter, mais c'était une peur différente maintenant. Elle n'était plus simplement obsédée par l'évitement de la douleur immédiate. Elle commençait à imaginer les conséquences publiques de dire la vérité. Valérie posa sa main sur le dossier éparpillé et dit simplement « Il faut une stratégie. Nous devons vérifier l'authenticité, sécuriser des copies, préparer des témoins. » Sa voix ne laissait pas de place à l'hésitation. La gravité du plan, légal, médiatique, sécuritaire, se dessinait en traits nets. Pourtant, au milieu de ses calculs, la décision la plus simple resta celle de Selena. Rester invisible ou parler. Parler signifiait risquer l'ombre qui déjà s'attardait. Campagne de diffamation, dossier inventé, menace. Rester invisible signifiait retourner à une vie de peur silencieuse, avec la certitude que d'autres subiraient la même chose. Une partie d'elle voulait effacer les preuves, brûler le dossier de Marcus, se réfugier dans l'anonymat. Une autre partie, plus lente, plus ancienne, sentit que sa propre voix, si faible soit-elle, pouvait allumer quelque chose. Ce fut Alexander qui formula la question de façon la plus directe, sans emphase. « Que voulez-vous » Sa façon de la poser n'était pas paternaliste. Il ne mettait pas sur ses épaules une décision qu'il ne pouvait pas supporter. Il mettait, sur la table, la liberté de choisir. Selena regarda la clé, puis Alexander, puis Valérie, et elle sentit la mémoire de Marcus comme un poids qui la désignait. Elle pensa aux femmes dont elle savait le silence, au regard évité des policiers, à l'énorme inégalité entre les deux mondes, le sien, où chaque sou comptait, et celui d'un monde qui se permettait de brûler des vies sans conséquence. Selena dit « Je veux justice ». Sa voix trembla au début, puis se raffermit. Les mots n'étaient pas naïfs, ils portaient le vertige de la conscience. Valérie acquiesça, non pas comme une victoire, mais comme un commencement. Alexander resta silencieux. On aurait pu croire, en observant ses traits, que l'ampleur du plan l'amusait. Ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'une logique froide, utiliser ses moyens pour retourner les règles du jeu. La décision engageait tout le monde. Elle signifiait protéger Selena physiquement et médiatiquement, mais aussi la préparer au feu public. On parla de témoins, de copies cryptées, d'alibis documentaires. Cole fit l'inventaire des risques, menaces, observations, intrusions. Valérie donna un aperçu sommaire des étapes juridiques, recueil de preuves, vérification indépendante, dépôt d'une plainte.
Tout prit la forme d'un échiquier, où chaque pièce devait être déplacée avec prudence. Le premier geste concret fut de créer des duplicata. Valérie fit appel à des contacts dans un cabinet indépendant, des gens qui avaient travaillé autrefois sur des affaires sensibles et qui savaient comment conserver l'intégrité des fichiers. Pendant ce temps, Alexander ordonna le renforcement discret du domaine. Caméras nouvelles apparurent, tours de surveillance virtuelles furent activés. Cole mit en place un protocole de mouvement. Selena aurait des itinéraires changeants, des hommes et des femmes qui l'accompagneraient sans être visibles. Tout cela se faisait sans bruit, parce que l'anonymat était, en soi, une arme. Il y eut dans la semaine suivante des appels anonymes et des enveloppes non signées laissées sur le pas de la porte, des menaces voilées qui parlaient de silence coûteux. Une photo d'elle, jadis prise par un inconnu dans la rue, circula sur un compte anonyme. On parla d'elle dans des forums obscurs où l'opinion s'achetait à bas prix. Les jours devinrent des exercices d'équilibre entre la visibilité nécessaire pour que la vérité circule et la discrétion exigée pour la sécurité. Selena apprit à être observée sans être exposée, ce qui était une leçon d'humilité et de rage contenue. Et puis vint l'incident qui montra que la mécanique du réseau était plus sournoise qu'il ne l'avait imaginé. Un papier glissé sous la porte du domaine, un message court et sec, un avertissement déguisé sous la forme d'une information. On y lisait simplement « Ne poussez pas plus loin ». Certains d'entre nous savent comment retourner une femme en poussière. L'écriture était neutre, mais l'intention était claire. Cole étendit immédiatement la sécurité. Valérie demanda des traces, un contact à la police, et Alexander fit le calcul. Il fallait décider s'il s'en tiendrait à une stratégie exclusivement légale ou si l'exposition contrôlée par les médias devenait nécessaire. Selena, malgré la peur, sentit une certitude sourde la pousser vers l'action. Elle se souvenait de Marcus, qui lui avait remis le dossier avec des mains tremblantes, en lui demandant de le garder. Porter la parole de Marcus, c'était plus qu'une revanche, c'était une responsabilité. Valérie l'accompagna dans la décision d'avancer par étapes. D'abord assurer l'authenticité des preuves et constituer un dossier solide, puis approcher des journalistes de confiance qui pourraient garantir un traitement sérieux. Alexander proposa d'utiliser ses contacts médiatiques, mais d'une manière contrôlée, en évitant la frénésie sensationnaliste. Sa proposition surprit quelques-uns. Il connaissait des producteurs, des journalistes respectés, et il voulait une diffusion sous supervision, pas un coup de projecteur chaotique. Il y eut, au milieu de ces préparatifs, un moment presque banal qui revenait souvent dans les souvenirs de Selena. Une petite salle où, autour d'une table massive, des tasses de café refroidissaient, et où chacun regardait l'autre, comme s'il se demandait s'ils supporteront les conséquences. Alexander, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, prit la parole sur un ton personnel. Il parlait de Marcus non pas comme d'un nom de dossier, mais comme d'un être. Marcus avait été un idéaliste, avait cru que la vérité pouvait être une arme pacifique. Il y eut une pause, il fit un geste minimal et dit « Je ne veux pas que vous grimpiez seul sur cette montagne, Selena ». Sa phrase n'était pas une promesse de miracle, c'était une promesse d'accompagnement. C'est là que la première vraie décision publique se dessina. Approcher un journaliste que Valérie connaissait, une femme appelée Laia Grant, une journaliste d'investigation qui n'avait pas peur d'un reportage long et profond. Si Selena acceptait, il préparerait une série d'articles synchronisés avec le dépôt d'une plainte formelle. Cela permettrait d'encadrer la narration, de placer des faits vérifiables et d'empêcher le récit d'être déformé par ceux qui voudraient la salir. Mais cela signifiait aussi exposer sa vie à une salle pleine de regards curieux, prêts à faire de son intimité un spectacle. La nuit précédant le contact avec Laia, Selena monta sur la terrasse du domaine. Le ciel était clair pour la première fois depuis des jours. On voyait la ville, et loin des phares comme des étoiles terrestres. Elle pensait à Marcus, à l'honnêteté de sa peur, et aux femmes qu'elle connaissait, des voisines, des clientes, des collègues, qui n'auraient peut-être jamais la chance d'être entendues. Elle se surprit à effleurer le tronc d'un jeune arbre planté près de la terrasse, une espèce frêle qui portait encore les marques d'une croissance récente. Un témoin, pensait-elle. Peu importait la taille, ce qui comptait était la racine. Le lendemain, ils prirent contact avec Laia. La journaliste vint, regardant de près, notant sans juger. Elle écouta Selena parler, et elle posa des questions qui visaient à recomposer une chronologie, à faire parler les silences. Après leur rencontre, Laia dit simplement « Si nous procédons, il faudra que ce soit fait comme une symphonie, et non comme un feu d'artifice. » Valérie sourit à moitié, approuvant la métaphore. La métaphore portait la vérité, la prudence rythmée par des élans précis. Cependant, même les plans les mieux conçus se heurtent au chaos des intérêts. À peine Laia quitta-t-elle le domaine qu'un bruit sourd coupa l'air. Une voiture passa trop vite dans l'allée principale, klaxonnant dans un ton qui n'était pas celui d'un conducteur pressé, mais d'un message. Cole fit appel au protocole. Vérification des plaques, patrouilles invisibles renforcées.
Alexander prit la décision, froide et rapide, de déplacer Selena pour une courte période dans une autre résidence protégée. On emballa une valise sans éclat. Selena trouva dans un des tiroirs une petite carte sur laquelle était inscrit seulement « Still here », comme si quelqu'un tenait à ne pas dire au revoir. Le véhicule partit dans la nuit. Selena regarda la silhouette des arbres défiler, et pour la première fois, elle comprit la complexité de ce qu'elle avait choisi. Ce ne serait pas une histoire simple. Ce ne serait pas non plus une histoire qui finirait avec une seule bonne nouvelle. Le dossier de Marcus s'ouvrait comme un livre dont chaque page risquait d'être contaminée si l'on n'en prenait pas soin. Mais en fermant les yeux, elle se surprit à ressentir autre chose que la peur, une forme de détermination, lente, sourde, qui lui donnait envie de tenir bon, coûte que coûte. Ils arrivèrent à la nouvelle maison en silence. La sécurité fut immédiatement renforcée. Des caméras, des barrières, des signatures sur des documents de confidentialité. Selena, seule avec Valérie dans une chambre sobre, prononça pour la première fois une phrase lourde. « Je veux que la voix de Marcus vive, même si cela me détruit. » Valérie prit ses mains, les serra sans jugement, puis dit « Nous allons protéger votre voix. Nous ne promettons pas l'impossible, mais nous ferons tout pour que vous ne soyez pas seul dans cette bataille. » Tandis que les plans se consolidaient, quelqu'un à l'extérieur, un petit signe dans l'obscurité, montra que le réseau n'attendrait pas que l'on mette tout sur papier. Une lettre anonyme fut déposée en face du portail de la nouvelle résidence, signée d'un symbole inconnu. À l'intérieur, le message était plus qu'un simple avertissement. Il contenait une photo, floue, datant de quelques mois, où l'on voyait Selena en train de rentrer chez elle, seule. Elle connaissait cette photo. Elle savait qu'on pouvait trouver des angles qui la réduisaient à une image. Elle sut aussi que, désormais, personne ne la ramènerait plus à cette solitude-là. La clé USB, elle, n'avait pas fini de parler. Dans une pièce sécurisée, Valérie et une petite équipe de techniciens avaient commencé à assembler les pièces. Des noms émergèrent, des montants, des transferts. Des reporters furent approchés en privé. Alexander dit de façon presque mécanique « Nous n'exposons pas tout d'un coup, nous isolons les liants, nous attaquons là où le réseau est le plus vulnérable. » C'était un plan pragmatique. Mais derrière les mots de stratégie, il y avait la conscience que chaque avancée porterait un prix. C'est à ce moment, alors que les duplicata étaient en cours, que les premiers journalistes étaient prévenus et que Selena apprenait à faire face à l'idée d'être regardée par un public, que la première alerte grave survint. Un message intercepté montrait que quelqu'un avait lancé une requête pour faire effacer certains des comptes révélés par la clé. Contact à l'extérieur, virements urgents, effacements programmés. L'habileté et la vitesse du réseau surprirent même Valérie. Cela prouvait que la machine, loin d'être arrêtée, avait des tentacules encore mobiles. Le lendemain, au petit matin, un caméraman indépendant commença à l'appeler. Il prétendait avoir des images qui pourraient mettre en doute la crédibilité de Selena. Il disait qu'il avait des témoins prêts à parler d'un passé trouble. On savait que l'une des tactiques classiques pour disqualifier une victime était d'entacher son passé. Valérie s'éclaircit la gorge, puis dit « Nous avons besoin d'un récit contrôlé. Nous allons préparer des contre-éléments. » On commença à rechercher des témoins qui pourraient confirmer la qualité du personnage de Selena, des employeurs, des voisins, des clients. On fabriqua une toile de véracité. Selena, au milieu de tout cela, apprit à parler de sa vie comme on raconte une carte routière. Elle parla de son enfance, du travail à la chambre d'hôtel, de la façon dont elle avait économisé pour des choses modestes, de la nuit où Marcus lui avait tendu la clé. Chaque anecdote servait de pierre à l'édifice. Cela la changea. Elle n'était plus seulement celle qui subissait, elle devenait celle qui retraçait ses pas pour que d'autres puissent suivre. Et malgré la chape de menaces, il se produisait des petites victoires. Les premiers articles furent préparés en collaboration entre Valérie et Laïa, écrits avec des précautions journalistiques, des vérifications, des recoupements. On fit publier des extraits de documents qui montraient que certaines transactions existaient vraiment. L'effet fut immédiat, le public commençait à poser des questions. Il y eut des journalistes qui reprirent l'histoire, des commentateurs qui demandaient des comptes, et surtout, il y eut une libération lente du sentiment que la vérité pouvait être enfin partagée. Pour Alexander, ces signes n'étaient pas une victoire, mais une validation de méthode. Pour Selena, ils étaient la preuve que le cri lancé sur le marbre n'avait pas été vain. Mais la ville, avec ses habitudes et ses complicités, ne se laissa pas vaincre si facilement. Dans l'ombre d'un studio de radio, des comptes anonymes commencèrent à publier des rumeurs. Dans les couloirs, des appels furent passés à des agences qui savaient comment tuer une histoire. Le réseau apprit vite, adaptant ses ripostes. Un soir, alors que la maison semblait enfin s'être apaisée, Alexander invita Selena à traverser le jardin jusqu'à un arbre récemment planté. Il avait déjà choisi un nom pour cet endroit informel, la Witness Tree, l'arbre des témoins. Il lui donna une petite plaque où il écrivait « Still here ». Il n'y avait pas d'option romantique, ni de grands gestes spectaculaires, seulement une marque simple, presque austère. Selena toucha le bois, elle sentit la force du geste, la modestie de la promesse. La suite du plan battait au rythme des vérifications et des rencontres.
Mais la machine de la corruption n'était pas immobile, et ses réponses deviendraient plus nettes. Ce qui avait commencé comme un cri poussé dans la pluie allait, lentement mais sûrement, se transformer en onde de choc. Et quelque part, au cœur de cette mécanique, une décision restait à prendre. Monter l'affaire jusqu'au grand jour médiatique, où la vérité serait jetée à la face du public, ou continuer à ronger le réseau en silence, stone by stone. Cette décision survint au milieu d'une autre nuit de pluie, quand Cole signala la présence d'une voiture qui tournait trop souvent dans le quartier. Les présences qui suivaient n'étaient plus seulement anonymes, elles commençaient à se montrer. Valérie demanda un relevé de toutes les preuves en leur possession et déclara « Si nous allons en public, nous devons être prêts à affronter une contre-offensive totale. » Alexander posa une main, brève, sur son épaule. « Nous le serons. » Il n'y avait pas de certitude dans sa voix, seulement la conviction que ses moyens pouvaient augmenter les chances. Selena regarda la pluie contre les vitres et pensa à Marcus, à la clé, à tous ceux qui avaient disparu sans que personne ne cherche vraiment. Elle savait désormais que sa vie ne serait plus jamais celle d'avant. Elle savait que le prix serait la surveillance, la méfiance, et parfois, elle l'ignorait encore, la trahison. Mais elle savait aussi qu'un cri pouvait, dans certains cas, trouver une oreille inattendue. Elle repensa à la main d'Alexander sur son épaule dans le hall, à ce moment où l'indifférence se brisa. Cette réponse, étonnante pour tant de raisons, avait amorcé un changement qui allait bouleverser des vies. Et alors que le vent soufflait plus fort, qu'une alarme lointaine se mit à sonner et qu'un message confidentiel annonçait un mouvement d'argent suspect dans un paradis fiscal, la petite équipe sut que le véritable test ne commencerait pas demain, mais dans l'instant même, sécuriser ce qu'ils avaient, préparer la narration et choisir le premier coup public. Le dossier de Marcus, la clé, la witness tree, tout s'alignait pour entrer dans un engrenage qui ne laisserait plus de place à l'inaction. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Ils mirent en place, sans éclat, les premières pièces de la stratégie médiatique. Valérie prépara des témoins pour vérifier des éléments, Laïa commença à travailler sur l'angle d'un reportage long et Alexander mobilisa des contacts discrets dans la sphère financière pour tracer les fonds. Selena se dut apprendre à raconter sa vie sans se perdre dans la honte que d'autres s'efforçaient de lui imposer. Chaque mot qu'elle prononçait devint une arme pour la suite. Mais à mesure que la toile se tissait, la résistance s'organisa. Un premier article diffamatoire parut sur un site au matin, des insinuations, des photos volées, des commentaires haineux. On effrita ce qu'ils avaient bâti d'un seul coup. Cole traqua les sources, Valérie déposait des plaintes pour diffamation, Alexander étudiait les recours légaux. Laïa proposa alors une stratégie plus audacieuse, utiliser une émission en direct à la radio nationale pour poser la question brute au public, mais de manière contrôlée, en sélectionnant les éléments factuels, les témoins et en préparant Selena à affronter le feu médiatique. La tension monta. Il fallut convaincre Selena que l'explosion publique valait le risque. On l'emmena dans une petite salle, on lui fit répéter, on l'aida à scinder les souvenirs en fragments vérifiables. Elle prit la parole et répéta « Je ne veux pas de vengeance, je veux la vérité ». Valérie approuva, se penchant vers elle. La vérité, bien encadrée, fera plus que nous ne pouvons imaginer. Elle ramènera la conversation. Le jour où ils décidèrent d'avancer, la ville fut bruissante d'un calme avant l'orage. On fit des photocopies, on scella des coffres, on travailla la chronologie. Laïa obtint un entretien en direct. Pas la tribune la plus spectaculaire, mais un plateau écouté avec sérieux. Le plan était simple. Émettre un scoop bien documenté, accompagner le témoignage de Selena d'éléments vérifiables issus de la clé et laisser les autorités faire leur travail sous pression publique. La nuit avant la diffusion, Selena dormit peu. Elle sentit pour la première fois un mélange étrange de peur et d'ardeur. Quand elle sortit sur la terrasse, l'arbre des témoins se découpait contre le ciel. Elle posa la main sur le tronc pâle et pensa à Marcus une dernière fois avant d'entrer en scène. Elle ne savait pas encore que ce moment public amorcerait des ripostes plus dangereuses, que des alliances inattendues se feraient jour ou se briseraient. Elle ignorait aussi pour l'instant que la réponse étonnante d'un milliardaire allait créer non seulement une onde de choc médiatique, mais aussi réveiller des mécanismes de protection et de corruption plus vastes. Et alors que les derniers préparatifs s'achevaient, qu'un technicien vérifiait la clé USB une fois de plus, un courriel arriva sur l'ordinateur sécurisé. Une alerte de suppression programmée d'un des comptes liés au transfert. L'attaque n'était pas seulement verbale, elle était dirigée, rapide, chirurgicale. Valérie fronça les sourcils. Ils effacent les traces. Si nous ne publions pas maintenant, une partie de notre dossier peut disparaître. Le choix se crispa comme un ressort. Ainsi, au moment où le plan allait basculer entre la discrétion et l'exposition, entre la prudence juridique et le choc médiatique, la petite équipe sut que la vraie bataille ne serait pas seulement judiciaire, mais aussi symbolique. Convaincre la ville d'écouter, transformer un cri isolé en une demande collective de changement. L'instant suivant déterminerait s'il parviendrait à tenir le réseau en face de la pression. Le projet d'ouvrir la fenêtre médiatique, d'exposer Marcus, ses preuves et les complicités devenait urgent. Et dans ce silence chargé d'électricité, Selena posa une dernière question.
plus à elle-même qu'aux autres. Et si la vérité ne suffisait pas? On répondit par une action plutôt que par des mots. On vérifia une dernière fois les copies, on verrouilla des disques, et on attendit. La pluie avait cessé, mais le goût métallique de la peur restait sur la langue. Les lumières de la ville semblaient, de loin, retenir leur souffle. La nuit où tout a basculé, la maison était une ruche silencieuse. Les techniciens avaient disposé les copies sur des serveurs isolés. Valérie et Laïa relisaient une dernière fois la chronologie. Cole vérifiait les angles morts, tandis qu'Alexander restait à la fenêtre, immobile, regardant la ville comme on observe une mécanique qu'on se propose de dérégler. Selena, dans une petite pièce aménagée pour l'occasion, avait mis un pull qui la rassurait, un pull modeste, trouvé un jour de marché, qui avait vu d'autres saisons. Elle tenait la clé USB dans une main, comme si elle pouvait en mesurer le poids moral. L'émission fut intitulée « Sans filtre ». Laïa ouvrit le plateau avec calme, comme s'il allumait une lumière au milieu d'un tunnel. Les premières minutes servirent à poser des faits, des captures d'écran, des extraits d'emails, des courbes de transfert qui ne laissaient guère de place au déni. Les voix enregistrées, altérées parfois mais reconnaissables, furent présentées l'une après l'autre, reliées par la chronologie que Valérie avait composée. Le montage était précis, sobre, il n'appelait ni sensationnalisme ni colère stérile, seulement une exigence de clarté. Selena parla. Sa voix au départ était un fil, puis, à mesure qu'elle déroulait un récit ponctué de dates et de rencontres, ce fil se fit corde. Elle raconta Marcus. Elle parla de ce qu'il lui avait dit entre 2 tasses de café, de la peur qui lui avait tiré la main quand il lui avait remis la clé, et de la responsabilité qui avait suivi. Elle n'offrit pas de scène voyeuriste, elle donna des noms, des faits. Elle dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour ceux qui n'ont pas eu le courage d'appeler ». La caméra la laissa parler sans chercher à dramatiser. La réponse fut immédiate. Des réactions affluèrent, des messages de soutien, des appels d'anciens collègues, des témoignages anonymes d'autres femmes. Certaines institutions juridiques, mal à l'aise, durent reconnaître qu'elles allaient devoir regarder de plus près. Mais la machine qu'ils avaient réveillée aussi se mit en marche. Les comptes anonymes se réveillèrent, les forums s'enflammèrent, et une partie de l'opinion fut invitée à juger non seulement la véracité des pièces, mais la moralité d'une femme qui avait choisi de parler. Les attaques vinrent sous d'autres formes, des plaintes contre la confidentialité d'Alexander, des éditoriaux qui questionnaient la légitimité d'un milliardaire à financer une enquête, des soupçons sur une manipulation médiatique. Alexander s'y attendait. Il avait en privé anticipé la critique. Qu'un homme doté d'une telle fortune se lance dans une affaire sociale n'était pas un geste neutre aux yeux de tous. Il savait que son nom pourrait devenir un levier pour la défense du réseau. Il accepta ces critiques comme on accepte une ombre faite par la lumière qui brille trop fort. Dans ses conversations avec Selena, il fut sans ostentation. Il expliqua qu'il n'avait pas agi par quête d'honneur, mais par simple conformité avec une ligne morale qu'il n'était plus disposé à transgresser. « Nous n'achetons pas la vérité, dit-il un soir. Nous permettons qu'elle soit entendue. » Sa franchise calma définitivement Selena dans ses doutes sur le pourquoi de son intervention initiale. Les premières ripostes furent légales et numériques. Des demandes de suppression de données furent lancées depuis des courriels anonymes ayant l'apparence d'équipes légitimes. Des comptes flottants tentèrent d'effacer des transactions. Valérie organisa des procédures d'urgence, dépôt d'ordre de conservation de preuves, notification aux institutions financières partenaires, demande d'assistance internationale par voie légitime. Le combat devenait à la fois une course contre l'effacement et un combat pour l'ampleur du récit public. Puis vinrent les menaces plus personnelles. Une nuit, la fenêtre de la chambre où se reposait Selena fut brisée par un projectile expulsé à travers l'obscurité. Pas pour blesser, mais pour montrer que l'on pouvait atteindre. On retrouva sur le rebord une enveloppe ouverte contenant des photos anciennes, des images volées où l'on voyait Selena quelques années plus tôt, ordinaire et vulnérable. La tactique n'était pas nouvelle, salir, faire douter, isoler. Cole renforça la sécurité, fit appel à des équipes de surveillance discrètes, multiplia les itinéraires. Nolan Reyes, qui avait pris contact avec Valérie et s'était mis du côté de la vérité, commença à tracer les pistes des sources d'où venaient les menaces. Son rôle fut crucial. En interne, il identifia des connexions battleurs, des comptes fournisseurs, des relais qui semblaient alimenter la machine de la diffamation. La pression augmenta quand une personne proche de Marcus, un ancien assistant que personne n'avait pensé à contacter, prit la décision de parler, craignant que le silence ne lui collât à jamais la culpabilité. Son témoignage n'était pas spectaculaire, mais il apporta un angle nouveau, des transferts répétitifs, des reçus, des ordres signés qui renvoyaient les comptes à un réseau financier. C'était le type de preuve ordinaire qui cumulait formait un faisceau probant. Valérie s'en servit pour obtenir par la voie judiciaire des mandats de saisie sur certains comptes. Encore une fois, la bataille fut à la fois technique et morale, convaincre des magistrats qu'une enquête était nécessaire sans exposer prématurément Selena à d'autres dommages. La première arrestation fut celle d'un intermédiaire financier mineur, un employé de banque qui, surpris, avait laissé des traces.
L'arrestation fit grincer des dents dans les étages protégés, mais elle déclencha aussi une réaction en chaîne. À mesure que des comptes étaient gelés et que des audits internes menaçaient de mettre au jour des complicités, certains membres du réseau comprirent qu'un compromis devenait nécessaire. Judge Arnold Glay, qui était jusqu'alors une figure respectée et intouchable, ressentit la chaleur autour de ses propres archives. On n'exigea pas son testament oral, mais des comptes et des questions qui pesaient sur ses décisions passées. Nolan devint la clé de voûte des opérations policières. Là où le récit médiatique poussait l'opinion publique, il construisait un dossier judiciaire. Il mappait les communications, suivit des transferts financiers et, sur le terrain, sut manier la patience. Il n'était pas un héros de film, il était patient, méthodique, ennuyant pour ceux qui cherchaient la victoire facile. Il prit des risques personnels, parfois en partageant des informations avec Valérie dans la nuit, souvent en appelant Selena, non pas pour la rassurer, mais pour l'informer, la traiter en adulte qui avait le droit de savoir les étapes de l'enquête. Cette transparence nourrit la relation de confiance, essentielle pour que Selena ne se sente pas utilisée. Le procès s'annonça après l'heure du grand jury, un processus long mais cohérent. Des actes furent déposés, des audiences préliminaires eurent lieu, des témoins furent entendus à huis clos. La stratégie de Valérie fut centrée sur la solidité, authentifier, corroborer, préparer les témoins à la manipulation. Il savait que Thorne, une fois mis en cause, tenterait de rejeter sa responsabilité en avalant d'autres noms. La défense ennemie allait sans doute chercher des arrangements. C'est pourquoi la présence d'autres témoins, femmes prêtes à parler, anciens employés et quelques membres désabusés du réseau fut essentielle. L'arrestation de Raymond Thorne eut lieu dans l'aube d'un jour sec, loin de la pluie qui avait bercé les premières secondes du récit. Nolan avait organisé une surveillance discrète autour d'un aéroport local. Thorne cherchait à quitter le pays, pressé, certain d'échapper à la justice par la route qu'avaient pris tant d'autres qui n'avaient jamais été rattrapés. La scène n'eut rien d'un film d'action. Des officiers surgirent, des papiers furent lus, et Thorne fut conduit en menottes vers une voiture. Le visage qu'il affichait n'était ni celui d'un repenti ni d'un chef résigné. C'était l'air d'un homme qui avait cru au rouage de son impunité. Son arrestation cependant porta un coup psychologique. Celui qui avait incarné la menace massive, présent physiquement dans la vie de Selena, était désormais soumis à l'institution qui prétendrait juger. La salle d'audience fut le théâtre d'un assemblage de vérités et de violences tamisées. Des témoins firent des dépositions, des extraits audio furent présentés, des courriels soumis à la lecture publique. Le cliquetis d'une horloge dans le couloir devint un rythme sourd pour Selena, qui prit la parole à des moments stratégiques, non en quête de vengeance, mais pour rappeler la trace humaine, les conséquences. Les stratégies de défense tentèrent de saboter sa crédibilité avec insinuations et failles personnelles, mais la préparation de Valérie et la présence sur le plateau des documents scellés firent barrage. Judge Gilly, au cours du procès, fut confronté à des faits qui touchèrent à des décisions qu'il avait prises, certitude de carrière face à la possibilité d'erreur. Un témoin clé, ancien collaborateur administratif, apporta des preuves de manœuvres légales douteuses, approbation sans examen, signatures autorisées qui bénéficiaient à certains comptes. Sous la pression combinée de la preuve documentaire et de la pression publique, amplifiée par Laya et d'autres journalistes, Gilly dut décider entre le silence et une coopération partielle. Son choix fut celui d'un homme qui, craignant pour son patrimoine symbolique, accepta de conclure un accord qui permit aux enquêtes de s'approfondir en échange d'une sentence administrative qui ne l'extrayait pas complètement de la honte. La décision ne satisfait pas tout le monde. Elle signifiait également que la justice n'apparaissait pas comme un triomphe pur. Elle était, comme souvent, une opération imparfaite, pleine de compromis. Pendant les audiences, la mécanique de la défense tentait aussi d'instrumentaliser Alexander. Comment un homme de son rang pouvait-il influencer le cours d'un procès? La question était lancée comme un poison. Laya et Valérie, anticipant l'attaque, présentèrent clairement les aspects séparés. Fonds de sécurité pour la protection de témoins, paiement de services légaux, aide logistique. Alexander fut appelé à témoigner sur ce point. Il parla peu, avec conviction, sur l'éthique de soutenir des causes qu'on juge importantes. Il ne se posa pas en sauveur mythique, il expliqua ses actions comme le geste d'un citoyen qui utilisait ses moyens à des fins de justice. Sa sincérité calma certains, mais la polémique subsista dans la presse. Les témoignages s'accumulèrent, anciens employés, comptables et quelques femmes dont les voix mises bout à bout firent apparaître un schéma. On parla de contrats octroyés à des entreprises écrans, de virements qui disparaissaient derrière des prêts fictifs, d'avantages accordés en échange de résultats. L'atmosphère en cours était tendue. Parfois l'on sentait que la vérité, lourde, menaçait de s'effondrer et d'écraser les petites assurances de beaucoup. Dans ces moments, Selena tenait bon. Elle récitait dans sa tête les raisons qui l'avaient poussée à parler. La vérité, mise à nu, fit vaciller des carrières. Des arrestations et des inculpations suivirent, certaines ciblées, d'autres plus larges. Le réseau qui avait protégé l'impunité trembla. Thorne fut condamné pour plusieurs charges liées à l'abus de ses prérogatives et à la complicité dans des actions illégales.
après un long procès où sa défense tenta de le présenter comme le bouc émissaire d'un système plus vaste. D'autres acteurs, dans l'ombre, firent des accords. Certains furent traduits devant la justice. Mais le verdict le plus lourd fut moral et symbolique. La ville, qui avait trop longtemps feint l'ignorance, dut admettre qu'un mécanisme d'impunité avait existé et que des vies avaient été broyées. La victoire ne fut jamais complète. Selena paya un prix. Les nuits furent encore longues et peuplées de cauchemars, où la pluie revenait toujours comme un signal. Les relations personnelles se transformèrent. Certains anciens amis prirent leur distance, effrayés par la visibilité et la controverse. Les jugements publics frappèrent. Elle prit des rendez-vous avec des thérapeutes, accepta une aide psychologique soutenue et apprit à donner un nom à ses émotions. Colère, honte, mais aussi fierté. Son corps conservait des traces, pas de violence visible, mais la mémoire d'un temps où elle avait dû être petite dans un monde d'adultes qui n'écoutaient pas. Ce travail sur elle-même fut sans doute autant une tâche personnelle que politique. Alexander, de son côté, subit des remises en question. Certains actionnaires critiquèrent son action, des chroniqueurs lui imputèrent des motivations diverses. Il répondit par des gestes constants, fonds pour la création d'un lieu d'accueil, mise à disposition d'équipes, relations institutionnelles. Il restait discret sur ses émotions. Lorsqu'on le voyait avec Selena, ce n'était pas une connivence romantique, mais une coordination fixe, une alliance pratique. Ils devinrent partenaires d'une mission commune, avec des rôles différents mais complémentaires. Elle, voix vivante et organisatrice, lui, facilitateur et garant des moyens. La naissance de Fielding House fut l'un des résultats concrets de la bataille. Le projet prit forme dans une réunion où Selena dessina, sur un tableau blanc, l'architecture d'un refuge, qui ne serait pas seulement un abri, mais un lieu de réparation et d'empowerment. Il y eut des cliniques, des avocats pro bono, des ateliers de réinsertion professionnelle, des groupes de parole. On y enseigna aux survivantes non seulement à guérir, mais à reconnaître et à documenter ce qui leur était arrivé, afin que d'autres dossiers puissent, un jour, prendre le même chemin de la vérité. Valérie coordonna la branche légale, Laïa s'occupa d'un volet d'éducation et de sensibilisation, et Cole monta un protocole de sécurité dédié. Selena accepta le rôle de visage public de l'initiative, mais refusa d'en être l'unique voix. Elle voulut que Fielding House appartienne d'abord aux femmes qui franchiraient ses portes. La plaque « Still Here » fut posée sous la Witness Tree, désormais un symbole vivant de la promesse. Lors de la cérémonie d'ouverture, le domaine se remplit de visages qui témoignaient de parcours différents. Femmes en reconstruction, militants, juristes, membres d'ONG. Selena prit la parole. Elle parla sans emphase, mais avec fermeté. Elle racontait brièvement le chemin qui l'avait menée là, et conclut « Nous n'avons pas attendu qu'on nous sauve. Nous avons choisi de nous tenir debout. » Ces mots furent accueillis par des larmes, des sourires et un sentiment partagé. La victoire avait un goût amer, mais elle ouvrait un passage. Les années suivantes, Fielding House se transforma. Il proposait des logements temporaires, des conseils financiers, des formations pour des métiers qui avaient une demande locale. Une unité d'aide légale permit d'accompagner plusieurs dossiers. Le modèle devint une référence dans certaines régions et d'autres initiatives semblables commencèrent à apparaître ailleurs, inspirées par l'exemple. On n'effaça pas l'injustice universelle avec quelques projets, mais on construisait des ponts. Selena, malgré son rôle public, tint à travailler dans l'ombre aussi. Elle répondait aux appels, rencontrait les jeunes femmes, prenait un café avec celles qui avaient besoin d'un témoignage simple. « Je suis encore là », pour croire qu'elles pouvaient elles aussi sortir du silence. Le prix de la notoriété se paya aussi par des tensions. On l'accusa parfois d'instrumentaliser des histoires. On lui reprochait de ne pas suivre certains chemins traditionnels ou d'avoir accepté de s'associer à un milliardaire. Elle fit le choix, à plusieurs reprises, de répondre aux critiques par des actes et non par des défenses. Quand un financement fut menacé par une campagne médiatique visant à salir les fondateurs, Alexander resta silencieux publiquement, mais il fissura ses réserves pour garantir la pérennité des services. Valérie refusait les honneurs excessifs, préférant des rapports bien montés et des bilans transparents. Selena eut des moments de doute intenses. Un jour, au bord de la Witness Tree, elle décida d'écrire une lettre à Marcus. Non pour lui demander des comptes, mais pour le remercier. Elle la laissa dans une boîte qu'on avait installée pour que ceux qui le souhaitaient puissent déposer des messages. C'était un rituel mineur, mais pour elle chargé. Parfois, elle se demandait si Marcus la reconnaîtrait s'il revenait. Parfois, elle se demandait si la justice avait été suffisante. La réponse qu'elle trouva fut complexe. La justice avait fait son travail dans un cas précis, mais le travail social restait long. La réparation ne se présente pas comme un ruban. Elle est faite de répétitions, de petites victoires et de jours où l'on respire mieux.
Les réformes institutionnelles engagées après l'affaire prirent la forme d'audits, d'une meilleure supervision des transferts financiers et d'une plus grande préoccupation sur les protocoles de protection des voies vulnérables. Ce n'était pas une révolution. Mais des ordonnances et des procédures administratives furent adaptées. Certains bureaux changèrent des pratiques, d'autres furent remplacés. L'effet principal fut peut-être une chose moins palpable, un changement de regard, parfois timide, parfois franc, sur la manière dont une société protège, ou non, ses membres les plus fragiles. Pour Selena, la transformation personnelle s'accompagna d'une reconnaissance implicite. Elle ne se définissait plus par la peur qu'on lui avait imposée, mais par la capacité à bâtir avec les autres. Elle participa à la formation d'un réseau de témoins, enseigna à d'autres comment documenter, comment protéger leurs paroles et comment tenir la fragile équilibre entre honnêteté et sécurité. Elle accepta des entrevues quand il le fallait, mais préférait souvent des rencontres en petits cercles. Il y eut des moments sombres, inévitables. Un procès à rebondissement, un témoin qui se rétracta faute de stabilité, une enquiquinante campagne de presse qui tenta de tourner certaines preuves en farce. Chaque obstacle fut traité, parfois au prix d'un nouveau sacrifice. Selena apprit la résilience non comme une vertu romantique, mais comme une série de routines, thérapie régulière, horaires fixes, amis fiables, règles strictes sur sa vie privée. Elle commençait à apprendre à rire sans culpabilité. Elle se permit progressivement des déplacements rapides, des cafés partagés, des lectures. La vie n'était pas revenue à l'état d'avant, elle avait pris un nouveau cours, fait de prudence et d'action publique. La ville, elle aussi, changea à petits pas. Certaines policières, touchées par l'affaire, poussèrent pour des formations internes. Des juges publièrent des notes de service sur la nécessité d'une supervision. Des ONG se mirent à coordonner des campagnes d'information. Ces changements n'étaient pas universels, mais il y eut des avancées mesurables. Lignes directes mieux promues, procédures d'écoute adaptées et un financement plus stable pour l'accompagnement des victimes. Dans un petit rapport produit 2 ans après l'affaire, Fielding House publia quelques résultats. Centaines de femmes aidées, dizaines de dossiers juridiques accompagnés, des ateliers professionnels mis en place. Les statistiques ne racontent pas tout, mais elles témoignent que le cri qui avait résonné sur le marbre n'était pas isolé. Il avait trouvé un écho, et cet écho créait des routes. Selena, à la lecture de ces chiffres, pleura une fois, non de solitude ni de douleur brute, mais d'une émotion qui ressemblait à l'apaisement. La Witness Tree grandit. On y grava des noms, des pensées, des promesses. La plaque « Still Here » se ternit au soleil, prit un peu de mousse, devint plus belle. Chaque année, un petit rituel rassemblait ceux que l'affaire avait rapprochés. Un moment de silence, des témoignages et la promesse de poursuivre le travail. Selena, qui avait commencé comme une femme de ménage dont la vie fut renversée par un appel à l'aide, devint une voix reconnue, non par un désir d'être en avant-scène, mais parce que d'autres lui demandaient de parler pour eux. Son rôle d'animatrice d'un mouvement fut toujours teinté d'une conscience aiguë des limites. Elle refusait de devenir une image unique. Elle voulut que Fielding House soit un collectif où les voix multiples puissent se succéder. Alexander conserva son rôle discret. Il continua à financer et à soutenir des protocoles indépendants, préférant que le projet survive sans sa mise en avant personnelle. Valérie, fidèle, resta à la tête de la stratégie juridique, refusant les honneurs pour mieux protéger les dossiers. Cole, imperturbable, continua à assurer la sécurité, parfois à distance, parfois dans le feu de l'action. Il subsistait des questions sans réponse. Qu'était réellement arrivé à Marcus ? L'enquête avait révélé qu'il avait pris des risques et qu'il avait payé d'un silence final ou d'une disparition le geste de transmettre la clé. On resta imprécis sur certains détails, par respect pour la famille et par prudence judiciaire. Mais son nom, inscrit dans le dossier et dans les cœurs, devint l'étendard symbolique d'un sacrifice moral. Selena garda son livre de souvenirs, ses mots et la lettre qu'elle avait écrite à Marcus sous la Witness Tree. Ce qui avait commencé par un cri de détresse sur un marbre refusant l'indifférence prit au fil des années la forme d'un changement durable, non absolu, non parfait, mais réel. La réponse étonnante d'un milliardaire n'avait pas été une réparation miraculeuse, elle avait été un instrument, des ressources mises au service d'un processus humain, lourd, patient et souvent laborieux. Sans Alexander, peut-être que la priorité donnée au dossier aurait été moindre. Sans Selena, l'affaire aurait manqué de chair. Ensemble, ils avaient permis qu'un cri devienne une action collective. Un soir, plusieurs années après l'incident initial, Selena revint au hall de l'Argentum. Elle ne cherchait pas la pluie ni le drame. Elle voulait simplement vérifier ce que l'endroit avait gardé de sa mémoire. Le marbre était le même, poli et froid. Le lustre brillait toujours. Elle posa la main sur la même mosaïque qui, jadis, avait vu ses empreintes d'eau. Elle sourit. Pas d'une victoire triomphante, mais d'un mélange complexe de tristesse, gratitude et détermination. Elle pensa aux femmes qu'elle avait rencontrées. Elle pensa à Marcus. Elle pensa aux nuits où elle avait douté et à celles où elle avait tenu bon. La réponse étonnante qui avait au départ semblé un simple geste de compassion s'était révélée un déclencheur. Un réseau de personnes,
Avocats, journalistes, agents, donateurs, survivantes elles-mêmes s'étaient constitués en une force. Ce réseau n'écrasait pas la douleur, mais il offrait des chemins. Et les chemins, souvent, se construisent pierre après pierre. Si vous souhaitez soutenir les survivantes et en savoir plus sur les ressources disponibles, vous trouverez dans la description des liens vers des organisations de soutien et des moyens d'action concrets. Un cri lancé dans la nuit peut parfois rencontrer une oreille inattendue. Il peut aussi, s'il est suivi, donner naissance à une réponse qui change tout.